Voyons maintenant la structure d'un file system de type ext4. Le file system ext4 est constitué de 4 parties qu'on appelle des blocs, donc blocs en français ou blocks en anglais, un boot block, un super block, des inode blocks, inode ou inode, on va voir ce que sont les inodes, on va dire inode, et des data blocks. Le boot block, il se trouve généralement en début de disque. Il fait quelques kilos et il contient du code qu'on appelle un bootstrap ou boot qui sert au démarrage du système. Donc c'est vraiment le petit morceau de code qui est exécuté en tout premier lieu quand le système boot démarre. Sur Linux, le code du bootstrap, qu'on appelle aussi le bootloader, peut être de deux types. Les deux principaux sont Lilo, le Linux Loader, et Grub, Ground Unified Bootloader, qui est plus récent, plus moderne que Lilo, mais on trouve encore Lilo de manière assez fréquente. Les bootloaders sont capables de proposer un petit menu au démarrage du système, au démarrage de la séquence de boot, on va même dire, plutôt qu'au démarrage du système, puisque le système n'est pas encore vraiment démarré. Et ce bootloader permet d'offrir donc dans ce menu la possibilité de démarrer quand c'est le cas, quand il y a plusieurs systèmes installés sur un même disque dur dans des partitions différentes, peut proposer donc de démarrer, de booter plusieurs OS, un choix d'OS à booter, par exemple Linux ou Windows, c'est quelque chose qui est assez classique et c'est ce que vous avez notamment à l'IUT. Le superblock contient des informations sur la géométrie physique du disque, c'est-à-dire qu'un disque peut être représenté par un disque magnétique, par exemple, représenté par des plateaux, 1, 2, 3, 4 plateaux, parfois même plus que ça, chaque plateau étant découpé en zones, en secteurs, et cette géométrie, donc le nombre de plateaux, le nombre de secteurs, la taille des secteurs, etc., tout ça, ce sont des informations qui sont stockées dans le superblock. Le superblock contient aussi la localisation des différentes partitions. On a vu qu'on pouvait partitionner donc notre gâteau, avoir des parts dans le gâteau, d'un disque dur physique. Et il faut bien évidemment que le système sache où se trouvent les différentes partitions. Donc on a des informations sur la localisation des différentes partitions. On a aussi des informations concernant le nombre d'inodes. On va voir ce que sont les inodes un tout petit peu après. La taille des blocs de données et les zones occupées, les zones libres dans ces blocs de données, les blocs de data. Et il y a encore d'autres informations, mais on va juste s'intéresser uniquement à ces informations-là aujourd'hui. Une copie du superblock de chaque file system réside en RAM pour des questions de performance. Le système fait très fréquemment référence à ce superblock, et plutôt que d'aller le lire à chaque fois, la lecture sur un disque, même si c'est très rapide, c'est des milliers de fois plus lent qu'en mémoire, donc il y a une copie du superblock qui est stockée en mémoire. Les blocs d'inode contiennent des informations sur les fichiers. On va voir un peu plus tard ce que sont les inodes. Les data blocks donc contiennent les données elles-mêmes, les données utiles des fichiers. Bien, donc j'ai dit qu'on allait voir les inodes, nous voici donc à la section inode. Inode ou inode signifie information node, ou en français INE, nœud d'information. Le INE, on va trouver ça dans la littérature, donc quand c'est traduit, francisé, on trouve le terme INE, mais dans le langage commun d'informaticiens et d'administrateurs système, on va parler d'inode ou d'inode, plutôt inode d'ailleurs. Un inode stocke des informations sur chaque objet, donc chaque fichier ou chaque dossier du file system. Un inode est identifié par un numéro unique, mais unique dans sa partition. Il peut y avoir donc un même numéro sur deux partitions distinctes. Je rappelle, partition, c'est la part du gâteau sur un disque physique. C'est donc le couple numéro de partition inode qui est unique dans tout le virtual file system. Quelques informations qui sont stockées dans l'inode sont
par exemple, sont les suivantes. Par exemple, on trouve le type d'objet. Est-ce que c'est un fichier standard? Est-ce que c'est un dossier? Est-ce que ce sont des fichiers spéciaux? On va avoir aussi les droits sur l'objet, donc le fameux read-write-x user group author, donc sur l'objet. Donc ces informations-là sont stockées au niveau de l'inode. C'est important de savoir que c'est stocké au niveau de l'inode. On va voir pourquoi après, ça a son importance. Le propriétaire, donc le user ID propriétaire de l'objet est stocké aussi dans l'inode, et le groupe propriétaire, le guide, le groupe ID est stocké dans l'inode aussi. D'autres informations sont notamment la date de création de l'objet. Donc je rappelle, la date de création, c'est un nombre de secondes écoulées depuis ce qu'on appelle l'époque. Époque, c'est donc la date de référence d'Unix, et donc de Linux. Et cette date est fixée au 1er janvier 1970 à 0h, temps universel, UTC. Le nombre de secondes écoulées depuis cette date-là, les dates sont représentées sous cette forme-là, un nombre de secondes écoulées depuis cette époque. Donc la date de création, c'est la date à laquelle, en nombre de secondes, la date à laquelle l'objet a été créé. Et cette date-là, ensuite, une fois que l'objet a été créé, elle bouge plus. Ensuite, on trouve aussi la date de dernier accès à l'objet. Donc à chaque fois qu'on va lire l'objet, pas forcément le modifier, lire dans un fichier, eh bien la date de dernier accès va être modifiée. Et on trouve aussi une autre date qui est la date de dernière modification. Là, cette fois-ci, c'est la date à laquelle le fichier a été écrit la dernière fois. Donc la dernière fois qu'on a modifié le fichier, on a une date spécifique pour représenter cette information. On va y trouver aussi la taille de l'objet. Donc bien évidemment, cela, ça concerne que les fichiers. Donc une taille en octets. Et on va avoir le nombre de liens vers l'objet. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir un tout petit peu plus tard. On trouve aussi la localisation des données sur le support physique, c'est-à-dire que notre fichier a des blocs de données, où se trouvent les blocs de données, et ça, on va aussi le voir en détail. Justement, on y vient, la localisation des données sur le support physique. La structure de l'inode contient les adresses de localisation physique de différentes choses. Tout d'abord, on a les 10 premiers blocs de données. On va voir à quoi correspond un bloc de données, quelle est sa taille et ce que ça représente. Donc, dans l'inode, on a les adresses des 10 premiers blocs. Ensuite, on a l'adresse d'un bloc d'indirection simple, l'adresse d'un bloc d'indirection double et l'adresse d'un bloc d'indirection triple. On va voir à quoi correspondent les indirections simples, doubles et triples juste après. Voici donc un petit schéma sur lequel vous allez pouvoir revenir lors de mes explications. Vous allez pouvoir reprendre, donc dans le diaporama, reprendre cette présentation-ci pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne et vous appuyer là-dessus pour comprendre mes explications. On trouve d'abord donc nos 10 blocs d'adresses les adresses des 10 premiers blocs de données. Puis on a, donc en fait il y a 13 blocs d'adresses. Il y a ces 10 premiers blocs d'adresses, les 10 adresses des 10 premiers blocs de données, puis une 11e adresse qui est l'adresse d'un bloc d'indirection simple, c'est-à-dire que cette adresse-là nous mène vers un autre bloc qui va contenir dans ce bloc-ci aussi des adresses, et chacune des adresses nous mène vers un bloc de données. On a une 12e case qui est l'adresse d'un bloc de redirection double, c'est-à-dire que ça mène vers un bloc dont chacune des adresses mène elle-même vers un autre bloc, dont chacune des adresses mène vers un bloc de données. Et pareil sur la 13e cellule, qui mène vers un bloc d'indirection triple, c'est-à-dire que chaque adresse dans ce bloc nous mène vers un bloc qui contient aussi des adresses qui nous mènent vers un 3e niveau de bloc, dont chacune des adresses nous mène vers des blocs de données.
Un bloc d'indirection, c'est une table d'adresse de blocs de données. Et la taille d'un bloc est toujours une puissance de 2. Généralement, c'est 1 kg, donc c'est 2 puissance 10, 1 kg, 1024 octets. 1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg, ça peut aller jusqu'à 16, 32, voire 64. On va voir un petit peu après comment on choisit la taille d'un bloc, parce que c'est en fait l'administrateur qui va choisir, quand il va formater, quand il va créer son file system avec le MKFS, qui va choisir quelle taille de bloc. Alors par défaut, il y a une valeur par défaut. En général, c'est 4 ou 8 kg, ça dépend des systèmes. Mais l'administrateur peut choisir des blocs de taille plus petite ou des tailles de blocs plus grands. On va voir un petit peu après comment on appuie son choix. Prenons une taille de bloc de 1 kg pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, une adresse de bloc tient sur 32 bits. Donc ça fait 4 octets. 32 bits, ça fait 4 octets. 4 fois 8, 32. Un bloc peut donc contenir 1024 octets, puisqu'on a choisi une taille de bloc de 1 kg. 1024 octets divisé par 4, ça veut dire qu'un bloc peut contenir 256 adresses de blocs physiques sur disque. Dans l'inode sont stockées les adresses des 10 premiers blocs de données. C'est-à-dire, si on a un bloc qui fait 1 kg, on a donc dans l'inode directement accès aux 10 premiers kilos d'un fichier. Si notre fichier dépasse 10 kg, le file system doit utiliser un bloc d'indirection simple pour référencer le reste du fichier. Alors le reste du fichier, on va voir, ça va dépendre aussi de la taille du fichier. Mais si on utilise un bloc d'indirection simple pour référencer les adresses physiques, donc de 256 autres blocs de données, on peut donc adresser 256 kilos supplémentaires. Donc si on a un fichier qui fait entre 10 kg et 266, c'est-à-dire 256 plus les 10 premiers kilos, parce que les 10 premiers kilos sont directement accessibles, les blocs de données sont directement dans l'inode. Donc si on a un fichier qui fait entre 10 kg et 266 kg, on a besoin que d'une seule indirection. Donc on a besoin d'une indirection simple. On va avoir dans le bloc d'indirection simple, on va avoir accès tout de suite aux 256 adresses de 1 kg de données. Donc 256 fois 1 kg, ça fait 256 kg, plus les 10 kg de nos 10 premières adresses qui sont directement dans l'inode. Si on dépasse ces 266 kg de fichiers, le file system doit utiliser un bloc d'indirection double. C'est donc un bloc de 256 adresses qui vont pointer pas sur des blocs de données, mais sur des blocs d'adresses, des blocs d'adresses, pas des blocs de données, mais des blocs d'adresses dont chacune des adresses va nous donner un bloc de données. Donc, ça veut dire qu'on a 256 adresses de blocs de données, c'est-à-dire 256 fois 256 kg, parce qu'un bloc de données, un bloc d'adresses de données pointe vers 256 kg de données, c'est-à-dire 64 mégas. Donc si on a un fichier qui fait entre 266 kg et 64 mégas, alors en réalité c'est pas tout à fait 64 mégas, c'est 64 mégas plus les 256 kg qu'on a déjà, donc 64 mégas c'est 65 536 kg, plus les 266 kg qu'on a déjà avec le bloc d'indirection simple, plus les 10 kg des adresses de bloc qu'on a dans l'inode, ça nous fait 65 536 plus 266, ça nous fait 65 802 kg, c'est-à-dire à peu près 64,26 mégas. Donc, si on a un fichier qui tient entre 266 kg et 64,26 mégas, arrondi à 64 mégas pour faire simple, on a besoin d'une indirection double, et c'est tout, on n'a pas besoin d'avoir plus. Si maintenant on dépasse les 64 mégas, enfin les 64,26 mégas, le file system doit utiliser un bloc d'indirection triple. C'est-à-dire c'est un bloc, ce bloc d'indirection triple, qui a 256 adresses, dont chacune référence un bloc de 256 autres adresses, qui chacune référence encore un bloc de 256 adresses de blocs de données. Ce qui nous donne 256 fois 256 fois 256 égale 16 gigas, à peu près,
Donc ça veut dire, enfin non, ça fait exactement 16 gigas, mais si on a un fichier qui fait plus de 65 802 kilos, on a besoin d'une indirection triple, mais on ne va pas pouvoir dépasser, pour la taille d'un fichier, la taille des 16 gigas qu'on a calculé. Plus exactement, 16 777 216 kilos plus 65 802 kilos, ce qui nous fait 16 843 018 kilos, soit environ 16,06 gigas. C'est donc, quand on a des blocs de taille de 1 kg, la taille maximale que peut avoir un fichier sur le file system. En termes d'accès disque, accéder aux 10 premiers kilos d'un fichier, ça nécessite une seule lecture parce que dans l'inode, on a directement les adresses des 10 premiers blocs de 1 kg, donc les 10 premiers kilos, on a directement les adresses sur le disque où se trouvent les données. Si on souhaite accéder maintenant à la partie du fichier qui est entre 10 kg et 266 kg, on a besoin de deux lectures. On a besoin de lire le bloc d'indirection simple pour y trouver l'adresse du bloc de données dont l'adresse est obtenue dans la table du bloc d'indirection. Donc on a besoin de deux lectures. Si maintenant on veut accéder à la partie qui est entre 266 et 64 mégas, on a besoin de 3 lectures, de 3 accès au disque. Et enfin, si on veut accéder à la partie qui est au-delà des 64 mégas, arrondi à peu près, on a besoin donc de 4 lectures. Utiliser des blocs de données de taille plus grande, ça permet de pousser les limites de la taille maxi d'un fichier. Mais ça va se faire au détriment de l'espace c'est-à-dire qu'on va avoir une perte d'espace parce qu'un fichier sur disque occupe toujours un nombre entier de blocs. Ça veut dire donc, comme il occupe toujours un nombre entier de blocs, qu'on perd pour chaque fichier en moyenne, on perd 50% de la taille d'un bloc. C'est-à-dire que le dernier bloc de données n'est jamais occupé, enfin il n'y a quasiment aucune chance qu'il soit occupé intégralement. Il faudrait tomber pile poil sur, à l'octet près, la taille d'un bloc, pour le dernier bloc. Donc, sur un grand volume de données, on peut dire qu'en moyenne, on perd la moitié, parce que certains blocs vont être perdus quasiment intégralement, d'autres quasiment pas du tout, mais en moyenne, vous savez calculer une moyenne, la probabilité, on va dire, c'est que le dernier bloc soit perdu à peu près à moitié de sa taille. Ça veut dire que si on a des blocs de 8 kg, là on part pas sur des blocs de 1 kg, on part sur des blocs de 8 kg, un choix qui est fait par l'administrateur, eh bien la taille maxi d'un fichier ne va plus être de 64 mégas, mais on va passer à 64 gigas, on va passer à 64 Tera. Ça veut dire que, si on refait le calcul que j'ai fait précédemment avec des blocs de 1 kg, eh bien si on a des blocs de 8 kg, la taille va passer à 64 téraoctets, la taille maxi d'un fichier, mais on va avoir en moyenne, pour 10 millions de fichiers, on va avoir en moyenne une perte de 38 gigas. Ce qui est tout à fait acceptable sur des gros disques durs. Si maintenant on a des blocs de 1 kg, la perte ne sera que de 4 gigas. Donc voilà, 4 gigas par rapport à 38 gigas pour 10 millions de fichiers. Alors vous allez dire 10 millions de fichiers, c'est énorme. Non, c'est pas énorme. Sur un système tel que le Linux, quand il est installé intégralement, 10 millions de fichiers, on y est très largement. On est certainement même au-delà des 10 millions de fichiers. Évidemment, c'est pas 10 millions de fichiers créés par vous. C'est plein de fichiers qui sont là pour vous servir. Quand vous faites un include stdio.h, c'est un fichier. Toutes les librairies de la librairie C, de d'autres librairies que vous pouvez utiliser quand vous codez, tout ça c'est plein de fichiers. Donc au total, avoir 10 millions de fichiers, c'est loin d'être une exception. Donc si on est sur des tailles de blocs de 1 kg, on a juste une perte de 4 gigas. Alors vous allez me dire, pourquoi partir sur une taille de 8 kg, une taille de bloc de 8 kg, qui est une taille assez standard, 8 kg. On va aboutir à une grosse perte de données, oui. Mais 64 gigas de données, ça, même si ça paraît un gros fichier, pardon, c'est ça, 64 gigas de données. Non, c'est pas 64 gigas, on a dit que c'était 16 gigas, pardon, 16 gigas avec une taille de 1 kg. J'ai dit 64 gigas, je me suis trompé tout à l'heure. C'est 16 gigas, donc la taille maximale quand on est d'un fichier, quand on est sur des blocs de 1 kg. 16 gigas de données,
c'est déjà une taille conséquente, mais sur une base de données, avoir 16 gigas de données dans une base de données, ça n'a rien d'exceptionnel. Et les fichiers de base de données, souvent, c'est des gros fichiers. Donc, finalement, une taille de 1 kg, c'est pas forcément un bon choix. C'est pour ça que la taille de 8 kg qui est communément acceptée, elle a été réfléchie pour convenir à la plupart des besoins. Donc utiliser des blocs de taille plus grande, ça permet donc de réduire le nombre de lectures pour les gros fichiers. Pourquoi? Parce que pour un bloc de 8 kg, pour accéder aux premiers 80 kg de fichiers, on va avoir juste besoin d'une lecture, les premiers 16 mégas, 2 lectures, et les premiers 32 gigas, 3 lectures. Alors qu'avec des blocs de 1 kg, déjà on était limité à 16 gigas pour un fichier, et pour les blocs qui dépassaient les 64 premiers mégas, c'était déjà 4 lectures. Alors qu'on voit là que les 16 premiers mégas, c'est 2 lectures. Donc des fichiers qui font 16 mégas, il n'y en a pas tant que ça sur votre système. Il y en a même très très peu. Donc avec des blocs de 8 kg, finalement, sur la plupart des fichiers, en 1 ou 2 lectures sur disque, on atteint tout de suite les données du fichier, les données qu'on veut lire. Le choix de la taille d'un bloc est donc à faire par l'administrateur. Alors, je vous ai dit, par défaut, il y a une taille par défaut qui doit être de 8 kg, 4 ou 8 kg, à vérifier. Mais l'administrateur peut choisir une taille différente. Et c'est l'administrateur qui va le faire. Il va le faire en tenant compte donc de différents critères, de la taille des fichiers, c'est-à-dire que jusqu'à quelle taille on veut supporter les fichiers. Si on a besoin de fichiers de grosse taille pour des bases de données, on va opter quand même pour des tailles de blocs assez importantes pour pouvoir accepter des fichiers d'une certaine taille, sinon on va être coincé. Mais le nombre d'accès aussi pour accéder aux données est important. Donc ça vaut le coup de monter en taille de bloc, quitte à perdre un petit peu d'espace, mais pour réduire le nombre d'accès nécessaires pour accéder aux données. Il n'y a pas de règle absolue, ça va dépendre de l'usage fait par l'OS, donc, et du type d'application qu'on va faire fonctionner sur le système. Si on a un file system avec des gros fichiers, genre base de données, eh bien, utiliser des blocs de 4 ou 8 kg, voire même 16 ou 32 kg, c'est peut-être un bon calcul. En tout cas, des blocs de 1 kg, en général, on n'utilise pas, et c'est vraiment valable si on a beaucoup de petits fichiers. Par contre, si on met sur un support de petite taille, genre une clé USB, on formate ça, par exemple la clé USB de 4 ou 8 Go, on la formate en EXT4 par exemple, un file system Linux, eh bien, ça pourrait peut-être être intéressant, parce qu'on va y stocker sans doute des petits fichiers, plein de petits fichiers, peut-être de faire un choix de 1 kg pour la taille de bloc. Je vais vous demander maintenant de vous rendre dans Moodle, tout en bas de la section système d'exploitation. Vous allez trouver un QCM qui s'appelle présence 1, et de répondre à la question qui s'y trouve. Ça prend maximum 2 minutes, donc vous mettez en pause la vidéo, vous répondez à ce QCM, qui est très court, hein, c'est une question, et on se retrouve pour la suite. Alors, on va pas parler de chasse, mais on va parler de chien et de laisse. Alors, un objet du file system est attaché à un inode, donc un objet du file system a un inode et un seul. L'inode ne contient pas, on a vu ce que contenait l'inode, mais jamais j'ai parlé de nom de l'objet. Pourtant, on pourrait s'attendre à ce que dans l'inode, on ait le nom de l'objet, le nom du fichier par exemple. Mais non, il n'y a pas de nom de fichier stocké dans l'inode. Et il y a une raison à ça. Je rappelle ce qu'on a vu en cours de système première année, j'espère que c'est pas trop loin, qu'un dossier c'est finalement un fichier un peu spécial, un petit peu comme un fichier texte qui contiendrait un listing des objets qu'il contient. Donc c'est ce qu'on avait vu. On avait d'ailleurs expliqué que pour pouvoir supprimer un fichier, il ne fallait pas avoir besoin de droits d'écriture sur le fichier, il fallait avoir des droits d'écriture sur le dossier, c'est-à-dire le droit de modifier le catalogue du dossier. Pour virer un fichier, c'est simple, c'est je l'enlève du listing. Même si je n'ai pas des droits de lecture ou d'écriture sur le fichier en question, ça ne m'empêche pas de l'enlever du dossier. J'avais dû prendre comme exemple que si par exemple vous avez les clés de l'armoire et dans l'armoire vous avez un coffre,
Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le coffre, mais rien ne vous empêche de prendre le coffre, de le mettre à la poubelle et de refermer l'armoire. Et vous allez virer votre coffre. Donc là, c'était un petit peu pareil. Donc dans un dossier, il suffit d'avoir la clé du dossier pour avoir le droit de supprimer son contenu. Parce que ça s'explique par le fait qu'un dossier, c'est un listing d'objets et qu'il suffit d'avoir le droit d'écrire dans le listing pour faire des manipulations sur l'objet. Supprimer le dossier ou le fichier, renommer, pareil, même si on n'a pas le droit de voir le contenu du fichier ou d'écrire dans le fichier, on peut renommer le fichier, il n'y a pas de souci. Donc on avait vu cette histoire de dossier, que c'était un listing d'objets. Et donc c'est là où on trouve le nom, en fait, finalement, dans le dossier, dans ce listing. Ce listing met finalement en relation un nom d'objet et un inode. Alors ça on l'avait pas vu l'année dernière, je vous donne cette information maintenant, parce que vous avez suffisamment d'informations techniques pour le comprendre. On vient de parler des inodes qu'on n'avait pas parlé l'année dernière. Ce listing, c'est donc la mise en relation d'un nom d'objet, un nom d'objet, avec un inode, un numéro unique identifiant un fichier sur son file system, sur sa partition. C'est par cette relation que finalement un objet va acquérir un nom. Et un inode peut être référencé, et ça c'est un scoop, on l'avait vaguement peut-être évoqué l'année dernière, mais sans aller trop loin. Je vous avais dit, une feuille est sur une branche et pas sur plusieurs branches. Peut-être que je vous avais dit, c'est pas tout à fait vrai, mais on va considérer que c'est vrai pour cette année. Pour cette nouvelle année en deuxième année, je vous dis, un inode peut être référencé dans de multiples listings. C'est juste une référence, c'est un numéro dans le listing. Donc on peut avoir finalement plusieurs dossiers qui peuvent contenir un même objet. Et on appelle ça des liens. Donc finalement, un objet peut avoir plusieurs noms, parce que dans un dossier, un objet, donc un fichier par exemple, est référencé par son inode. Donc dans un dossier, il peut posséder un nom, et dans un autre dossier, posséder un autre nom. Et pourtant, c'est le même objet, c'est le même fichier, ou le même dossier. Et partant de là, finalement, un dossier, un objet, un fichier ou un dossier, peut avoir plusieurs chemins d'accès dans le file system. Tant qu'un objet est référencé dans au moins un dossier, c'est-à-dire dans au moins un listing, l'objet existe. Dès qu'il n'y a plus aucun dossier à référencer l'objet, donc il n'y a plus aucun listing à associer un nom avec l'inode, eh bien, le fichier est supprimé. C'est le concept, je reviens sur mon chien et les laisses, c'est le concept du chien et des laisses, c'est-à-dire que tant qu'un chien est attaché à au moins une laisse, il ne peut pas s'enfuir. Dès qu'on libère toutes les laisses, et notamment la dernière laisse, le chien disparaît dans la nature, le fichier est supprimé. Dans la structure de l'inode, il y a une information qui indique le nombre de liens sur l'objet. Dès que la valeur atteint, donc la valeur de 0, ce compte-là, la zone de stockage, donc occupée par l'objet, est libérée et l'inode disparaît. Donc ce nombre fluctue en fonction du nombre de liens, donc de nombre de dossiers qui contiennent le fichier en question, le fichier dont l'inode, pour un inode donné, tant qu'il y a des dossiers, donc des listes de fichiers, dossier vu comme une liste de fichiers, qui contiennent donc cette inode sur une de leurs lignes, cette valeur est supérieure à 0. Dès qu'elle atteint 0, la zone de stockage est libérée. Quand on fait un RM sur un fichier, finalement on ne supprime pas le fichier, on supprime juste le lien qui mène vers ce fichier. Donc on supprime juste une association, nom de fichier, inode. Ça ne supprime pas vraiment le fichier, ça ne va le supprimer que si on supprime le dernier lien. À ce moment-là, le fichier est vraiment supprimé. On retrouve cette information dans un ls, donc un ls-lai, ou -l-a-i, c'est une forme raccourcie de -l-lai. L pour long, A pour all, donc tous les objets vont être listés, y compris ceux qui ont un nom qui commence par un point. Et le -i pour inode. Donc là, on a un exemple d'un ls-lai avec, je vous ai mis en rose fuchsia, le numéro d'inode. Donc, et on voit que dans ce
listing, donc dans cette liste du répertoire courant, de ce catalogue du répertoire courant, on a deux fichiers, il y en a un qui s'appelle logs, l'autre qui s'appelle data, et quand on regarde le numéro d'inode de chacun de ces deux objets, de ces deux fichiers, on voit que l'inode est le même. Donc finalement, ces deux noms-là représentent le même fichier. D'où la présence du chiffre 2 dans la troisième colonne, qui nous indique qu'il y a deux liens vers l'inode 8716. Et ces deux liens, on les a là. Il y a un lien qui s'appelle logs et l'autre qui s'appelle data. On aurait très bien pu avoir deux liens et avoir le deuxième lien qui soit dans un autre catalogue, dans un autre dossier. Et là, il se trouve que les deux liens sont dans le même dossier. Ça a assez peu d'intérêt, sans doute, d'avoir deux mêmes fichiers, enfin deux mêmes noms qui pointent vers le même inode. Mais c'est pas impossible. Le cas des dossiers est identique, mais ça nécessite quand même des explications, parce que ça se comprend, mais c'est pas d'un accès immédiat sur la manière dont ça fonctionne. Mais vous allez voir que tout ça va prendre du sens, et notamment du sens avec ce qu'on avait vu l'an passé sur les dossiers. Je rappelle donc qu'un dossier est un fichier, un objet, c'est un fichier qui contient un listing des objets qu'il contient. Donc on va dire un dossier est une sorte de fichier spécial qui contient un listing des objets référencés, donc contenus dans le dossier. Faisons un ls-lai pour voir un exemple de dossier, donc le dossier courant, peu importe son nom. On est dans un dossier, on fait un ls-lai, et on va, dans ce dossier-là, s'intéresser à deux sous-dossiers, D1 et D2. Avant de s'intéresser à ces deux sous-dossiers-là, je veux d'abord... Enfin, on va s'y intéresser tout de suite, mais avant de rentrer dedans, on va s'intéresser à chacune des deux lignes, D1 et D2, pour voir que j'ai mis en fuchsia, j'ai mis l'inode, j'ai surligné en fait en couleur l'inode, donc 5613 pour le dossier D1, donc le dossier D1, et son identifiant unique, c'est 5613. Et on peut observer tout de suite que il y a deux liens vers D1. Bon, on en connaît un déjà, c'est celui qui est là, devant nous. Il possède déjà un nom, il est déjà présent dans le catalogue du répertoire courant, donc il apparaît dans le répertoire du catalogue courant sous le nom de D1. Rentrons dans ce dossier, faisons un ls-lai, alors on rentre, je fais un catalogue sur ce dossier, donc je vois le catalogue du contenu du dossier D1. ls-lai D1, et je vois que ce dossier D1, tout comme le dossier D2 d'ailleurs, sont deux dossiers qui sont vides, mais comme on a appris en première année, ils sont jamais vraiment tout à fait vides, il y a toujours au moins deux choses, il y a le point et le point dedans. Et on se rappelle que point indique, quand on est dans D1, point indique lui-même, et point indique le répertoire par an. On avait appris ça en première année et on s'était arrêté à ça. Cette fois-ci, on va s'intéresser, puisqu'on utilise l'option "-i", donc de "-lai", on va s'intéresser à l'inode de point quand on est dans D1. Quand on est dans D1, on voit que point, c'est 5613 aussi. Donc, l'inode, c'est là on a la preuve que point référence bien le dossier lui-même en disant c'est moi-même, c'est là où je suis, c'est moi-même, puisque vu de l'extérieur, donc du dossier parent, on voit bien que D1 possède l'inode 5613 et vu dans D1, on voit bien que point c'est 5613 aussi. Donc c'est bien, ça recoupe ce qu'on avait vu là en première année, sans forcément donner d'explication. On avait dit, voilà, c'est une manière de décrire le répertoire courant, d'accéder au répertoire courant en disant point, ici, moi-même. Donc là maintenant ça prend une autre dimension, parce que on voit bien que l'inode est exactement la même. Donc le répertoire D1 est présent dans le catalogue de son dossier parent, le dossier dans lequel on est en haut, le premier ls-lai. On n'a pas le nom du dossier en question, mais on est dans un dossier. Donc on voit bien que D1 figure dans ce catalogue-là, d'où le premier lien, un numéro, enfin au moins une valeur de 1. Et quand on est dans D1, eh bien, quand on fait un catalogue de D1,
eh bien on voit que D1 est encore présent. Alors il porte pas ce nom-là, il porte le nom de point dans D1, mais il est aussi présent dans le catalogue de D1. Donc finalement, l'inode 5613 est présent dans 2 catalogues. Il est présent dans le catalogue de son dossier parent et dans son propre catalogue à lui, sous le nom de point. Et ceci est l'explication des 2, de la valeur 2, qui référence le nombre de liens vers le dossier en question, l'objet 5613. Donc c'est l'explication de cette valeur 2 pour le lien. Pour D2, on a exactement la même chose. On est dans le même cas de figure, donc D2 a 2 liens. Donc D2 c'est 5615, l'inode. D2 est bien présent dans le catalogue le catalogue courant, du répertoire courant, tout en haut. Donc il est une première fois, et lui-même, je répète encore, mais c'est pour que ça rentre bien, il est aussi cet inode 5615 est aussi présent dans le catalogue de D2 sous la forme de points, pour dire moi-même, lui-même, le dossier D2 lui-même. Donc voilà l'explication D1, D2 de la valeur 2 pour les liens. Maintenant, intéressons-nous sur la première commande ls-lai, au répertoire point, à l'entrée, enfin à la ligne point dans le catalogue, 1298, et on voit que cette fois-ci, c'est pas 2, c'est 4. Quelle est l'explication de ce 4 ? L'explication de ce 4, c'est pareil, il faut aller chercher où est référencé cet inode, 1298. Ben, cet inode, il est déjà référencé dans le catalogue courant, sous la forme de points, ça en fait 1. Il est référencé aussi dans le dossier parent, qu'on ne voit pas là, le dossier parent, on ne sait pas dans quel répertoire on est, mais forcément, ce répertoire dans lequel on est, le répertoire courant, il est forcément dans un dossier parent. Donc, dans ce catalogue parent, très certainement, mon répertoire, dont je ne connais pas le nom, ici, ben, il apparaît aussi dans ce catalogue-là. Donc, c'est le deuxième lien. Où sont les 2 autres liens ? Et ben, les 2 autres liens, si on descend dans D1, on se rend compte de quoi ? Ben, dans D1, dans le catalogue de D1, on a aussi une ligne qui est point point. Point point, c'est le dossier parent. Et ben, justement, c'est le 3e lien vers 1298, le point point dans chacun des dossiers enfants, donc D1 et D2, eh bien on a le 1298 est aussi renseigné sous la forme de point point dans chacun de ces 2 dossiers. Ce qui nous donne le 3e et le 4e lien. Donc voilà l'explication des liens pour les dossiers, c'est tout simplement le nombre de références, le nombre de fois où l'inode en question est référencé dans un catalogue, dans un dossier. Donc en voyant le 4 ici, on a la certitude, puisqu'il est présent donc en tant que point, il est présent en tant que le nom du dossier dans le catalogue parent, dans le dossier parent, il est présent en tant que point point sur D1, il est présent en tant que point point sur D2. Ça en fait 4. On voit que le nombre de liens est égal à 4, donc on a la certitude que ce dossier, en tout cas, n'est référencé ailleurs, n'est référencé nulle part ailleurs. Il n'y a que à cet endroit-là, parce que s'il était référencé ailleurs, eh bien on aurait au moins une valeur supérieure à 4. Pour créer un lien entre 2 objets du file system, on utilise la commande ln qui signifie link, donc les 2 premières consonnes du mot link, donc link un lien. Donc on fait un ln la source et la destination. Une source quelconque, ça peut être un fichier ou ça peut être un dossier. Et la destination sera de la même nature que la source. Pourquoi elle sera de la même nature que la source ? Tout simplement parce que la nature de l'objet, savoir si c'est un fichier ou si c'est un dossier, cette nature-là, elle n'est pas dans le nom, elle n'est pas dans le catalogue, elle est dans l'inode. Donc, peu importe la source et la destination, naturellement, elles seront de même nature, puisqu'on va créer un lien entre un chemin et un autre chemin. Donc, chaque chemin va aboutir en fait à l'association donc de ce chemin, de ce nom d'objet avec un numéro d'inode, et c'est dans l'inode qu'on va trouver la nature, est-ce que c'est un dossier ou est-ce que c'est un fichier. Le lien donc se fait de cette manière, comme exemple, ln espace tilde / document / i / tp, donc là a priori on peut penser que c'est un dossier, mais même si c'est un fichier, ça marche exactement de la même manière, tilde / tp6. Alors il faut bien évidemment que la destination n'existe pas. Si la destination existe, on ne peut pas créer de lien. On ne
peut pas créer de lien puisque ça va référencer le même objet. Donc si la destination existe, alors on pourrait dire ça va écraser la destination. Non, il faut que la destination n'existe pas pour pouvoir créer un lien. Donc créer un lien, c'est juste rajouter une entrée dans un catalogue, une entrée qui va référencer le même inode que la source. Parlons maintenant des pseudo-file systems. Qu'est-ce qu'un pseudo-file system? Un pseudo-file system, c'est un file system qui n'a pas d'existence physique. Donc on a vu pour l'instant des file systems qui avaient une existence physique, c'est-à-dire un dossier. Un dossier, physiquement, il est stocké sur le disque. Il y a un endroit sur le disque où on a ou un fichier, par exemple, on a le fichier stocké, donc il occupe une certaine part du disque, un certain nombre de blocs. Un pseudo-file system, eh bien c'est un file system, mais pour lequel physiquement il y a rien de rattaché. Ça n'occupe pas vraiment de place sur le disque. Donc c'est pas une partition, c'est pas un bout de la partition d'un disque dur par exemple. Un pseudo-file system, c'est donc, puisque ça n'a pas d'existence physique, c'est juste une représentation logique sous forme de fichiers et de dossiers, mais une représentation logique d'objets qui ne sont ni des fichiers ni de dossiers standards habituels. Un pseudo-file system contient tout simplement des pseudo-fichiers et des pseudo-dossiers, mais par contre, ils sont manipulables comme des fichiers et des dossiers standards avec les mêmes outils. Et c'est ça qui donne toute la puissance des pseudo-file systems et d'un OS comme Linux, c'est-à-dire que on va pouvoir manipuler avec des outils simples sans avoir besoin d'outils spécifiques. On va pouvoir accéder à ces pseudo-file systems. On va voir des exemples de ce que peuvent représenter ces pseudo-fichiers. Mais on n'a pas besoin d'avoir d'outils spéciaux en fait, et pour accéder à ces fichiers, pour lire le contenu ou écrire du contenu. On va voir comment on procède. Premier pseudo-file system, /dev. Le répertoire /dev contient des points d'accès au device. On a déjà eu l'occasion de le voir quand on a formaté et partitionné des disques durs, avec la commande fstab et avec la commande mkfs pour créer un file system. On a accédé à des devices, à des périphériques internes ou externes à l'ordinateur. Quelques exemples. Une partition de disque dur, c'est /dev, donc tout est dans /dev. Hein. Dev voulant dire devices. Donc /dev /sda1, c'est donc la première partition du premier disque sur le bus SATA. La console, c'est /dev /console. Donc la console, c'est juste l'écran en fait de l'administrateur, l'écran directement connecté à l'ordinateur. Un scanner USB, /dev /usb /scanner 0. Donc un scanner USB. Là on voit déjà qu'on a des sous-dossiers. C'est-à-dire qu'en fait /dev /usb, USB c'est un port universel où on peut venir brancher tout un tas de choses. Des clés USB, ça vous le connaissez, mais on peut venir y connecter aussi des appareils, un scanner par exemple, une imprimante, un appareil photo, une caméra, piloter une caméra par USB, voilà, des webcams ou ce genre de choses. Bon, donc on a /dev /usb qui est un dossier et qui contient un pseudo-dossier du coup, parce que physiquement il occupe pas du tout de place sur le disque, il n'est pas présent sur le disque. Si on prenait un microscope, qu'on aille voir le disque, on ne trouverait pas ce /dev, on ne le trouverait pas. Et donc /dev /usb, on a différents devices, notamment par exemple quand on branche un scanner, eh bien on a scanner 0, si on branche un deuxième scanner, on aura scanner 1, etc. La RAM, /dev /mem comme memory, donc on peut accéder directement à la RAM par ce pseudo file system, ce pseudo fichier /dev /mem. Alors on va voir comment, enfin on va pas voir en détail, mais l'accès bien évidemment se fait comme avec des fichiers standards, moyennant quand même quelques restrictions. On accède à la RAM, on n'a pas forcément le droit d'accéder à toute la RAM. Et le fameux trou noir, celui qui avale tout ce qui rentre, qu'on a déjà vu en première année, qui s'appelle /dev /nul. Bien évidemment,
la plupart du temps, pour accéder à ces pseudo-file systems, pour lire ou écrire dedans, eh bien, il faut avoir des droits d'administrateur, des droits root. Notamment /dev/mem, parce que là c'est une porte d'entrée pour voir tout ce qui est caché en mémoire vive, enfin tout ce qui est présent en mémoire vive, notamment des choses qui peuvent être cachées, des choses essentielles, des choses peut-être secrètes, des mots de passe ou des clés de cryptage ou ce genre de choses. Donc bien évidemment, faut avoir des droits pour lire ce genre de pseudo-file system, pseudo-fichier. Les pseudo-fichiers s'apparentent donc à des fichiers standards, mais ce ne sont pas des fichiers standards. Et comment on voit que ce ne sont pas des fichiers standards? Eh bien, il suffit de faire un ls-l/dev, donc un listing long, et d'observer tous les fichiers qu'il y a dedans. Je vous mets un petit extrait là. La nature du fichier, donc on va sur la droite, on va retrouver toujours le nom du fichier, la date et l'heure de dernière modification, le propriétaire, donc propriétaire, groupe propriétaire. Les inodes, ben là les inodes on voit il y a juste un lien, mais on pourrait très bien avoir certains pseudo-fichiers qui auraient une valeur supérieure à 1 à cet endroit-là, donc là c'est comme des fichiers standards. Les droits, pareil, les 3 blocs read-write-x, on a exactement les mêmes, mais là où ça change, il y a deux parties qui changent, il y a la partie taille, on va la voir juste après, et il y a la partie du premier caractère qui indique le type du pseudo-fichier. Et là, on a été habitué à trouver un tiret pour un fichier standard et un D pour un directory, un dossier. Et ici, on a un C. Le C signifie, c'est le type caractère, c'est-à-dire qu'on peut lire et écrire à l'intérieur octet par octet. Le B, c'est de type bloc, donc là, on y accède par bloc d'octet, donc des puissances de 2 tout le temps, 1024, 2048, 4096, 1, 2, 4, 8, 16 kilos, voilà, c'est le type bloc. Au passage, on voit tout de suite que le SDA1, comme c'est un disque dur, on a dit qu'on avait des blocs que le disque dur était découpé en blocs, le file system, ben on retrouve cette notion de bloc ici. Effectivement, on n'y accède pas octet par octet, on va écrire et lire des blocs complets, des multiples de 1, 2, 4, 8 kilos. Et enfin, on a le P pour un tube nommé qu'on appelle un named pipe, donc le P vient de pipe, et ça, on va avoir l'occasion d'en parler plus tard dans un prochain CM. Suite de l'explication, avec un périphérique de type bloc, les données donc sont écrites non pas octet par octet, mais par bloc, et elles sont écrites via un buffer, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris un octet, je peux écrire un octet, mais l'octet ne va pas être physiquement envoyé sur le device. Il va être écrit dans un buffer, donc dans une zone tampon, et quand le buffer, la zone tampon est pleine, c'est envoyé au périphérique, mais pas avant. Sauf avec des fonctions spéciales pour dire envoie le buffer même s'il n'est pas plein, mais par défaut, quand on écrit sur un device en mode bloc, ou même quand on lit, quand on écrit donc sur un device en mode bloc, on écrit par bloc, et le fait d'écrire 2-3 octets, ça va pas partir sur le device, ça partira que quand ça sera plein. Et quand on lit, c'est pareil, c'est-à-dire que là on peut éventuellement lire octet par octet, mais il faut savoir que quand on veut lire un octet, eh bien il va commencer par lire un bloc complet, et ensuite le système va nous donner notre bloc octet par octet si on le demande par octet. Mais en tout cas, l'échange qu'il y aura eu avec le device, il ne se sera pas fait octet par octet, il se sera fait par un bloc. Donc il aura lu un bloc complet, mis dans un tampon, et puis il nous fournira ensuite, au fur et à mesure qu'on lit octet par octet, en allant piocher dans le tampon, et quand on a tout consommé le tampon, hop, il relit un nouveau bloc. Donc ça, c'est le mode bloc. Avec un périphérique de type caractère, l'accès, il est direct et immédiat, à chaque octet, lu ou écrit. Exemple en mode octet, c'est par exemple une console. Là, dès qu'on va écrire un caractère, ça va partir à la console. La mémoire, c'est pareil, on y accède octet par octet. Certains devices, donc certains périphériques donc là je reviens sur la partie poids, taille du device, n'ont pas une taille, mais ont une paire de nombres. Et cette paire de nombres sert à grouper, on va dire, les devices par type de périphérique. On a la première valeur qui est le type de périphérique, on appelle ça le majeur ou le major.
Donc c'est le type de périphérique, par exemple le 8 c'est pour les disques SATA. Donc tout ce qui sera disque SATA, c'est-à-dire tous les devices qui vont être SDA quelque chose, SDB, SDC, SDD, etc. seront de type 8. Et ensuite le mineur, ou minor, c'est le numéro du périphérique dans un type donné. Donc ici on a SDA1, donc le SDA c'est le premier périphérique de type SATA. Donc le SATA on est en type major 8, et comme c'est le A, le premier device, le premier périphérique dans de ce type-là, de ce type SATA, et ben il a le numéro 1. Si on a SDB quelque chose, on aura un 8,2. Si on a SDC, on aura 8,3, etc., etc. Et d'autres devices n'ont pas cette paire de nombres-là, ont juste une taille, et la plupart du temps, la taille, elle est nulle. Parce que ce sont des pseudo-fichiers, donc physiquement ils n'existent pas. Donc même si on écrit dedans, c'est pas pour autant que la taille va augmenter, puisque comme il n'y a pas d'existence physique derrière, bon à part peut-être pour la mémoire où effectivement il y a une existence physique, mais quand on écrit dans la mémoire, on vient remplacer un octet par un autre octet, on vient pas agrandir la mémoire. Donc, mais si je prends par exemple la console, et ben si j'écris des caractères sur la console, ça va venir s'afficher sur la console, mais c'est pas pour autant que d'un seul coup la taille de la console va prendre plus de place. La taille vaut 0. Donc la plupart du temps, ces devices qui n'ont pas une paire de nombres pour indiquer le major minor, eh bien ils ont tout simplement une taille fictive, une taille qui est nulle. Deuxième petit intermède, retour dans Moodle, dans le QCM de présence, donc qui s'appelle présence 2. Pareil, vous répondez à la question qui s'y trouve, vous mettez en pause la vidéo et vous revenez ensuite. Autre type de file system, le /proc. /proc, super utile ce file system là. C'est donc un pseudo-dossier, un répertoire, /proc, c'est donc un pseudo-file system qui contient des points d'accès permettant d'avoir des informations sur l'état du système ou de la composition matérielle de l'ordinateur, et qui permettent, donc si on est en lecture, d'obtenir des informations, mais qui permettent aussi de modifier certains paramètres quand on écrit, alors, dans les pseudo-fichiers qui acceptent l'écriture, permettent donc de modifier certains paramètres du système à la volée. Généralement, la lecture, on a vu que les pseudo-fichiers, le pseudo-file system, ça s'apparente à des fichiers standards. Ce qui fait qu'on a toutes les possibilités d'écriture et de lecture dans des fichiers standards, on les retrouve dans ce pseudo file system là. Ça veut dire que si on veut lire une information, il suffit de faire un cat sur le fichier en question, et puis il nous affiche le contenu du fichier. Même si physiquement, c'est pas un fichier qui existe sur disque. On va voir un exemple ici avec le cat /proc /memeinfo. Memeinfo, donc ça permet d'afficher l'état, donc pas le contenu, l'état très détaillé de la RAM et de la mémoire virtuelle. Combien j'ai de RAM, comment c'est découpé, etc., etc. Donc je fais juste un cat /proc /memeinfo. Alors vous pouvez le faire, vous avez le droit de consulter ça. Vous n'allez pas consulter le contenu de la RAM, mais vous allez consulter l'état de la RAM, combien votre ordinateur dispose de RAM par exemple, mais ça sera beaucoup plus complet que juste savoir combien il y a de RAM. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont affichées de cette manière-là. La modification d'un paramètre se fait généralement à l'aide de la commande echo, tout simplement. Tout comme on va écrire quelque chose dans un fichier en faisant un echo quelque chose supérieur à Toto, par exemple, on va écrire bonjour supérieur à Toto, on va écrire le mot bonjour dans le fichier Toto. Et bien là, on utilise la même technique, on fait echo par exemple, mon ordi supérieur à /proc /sys /kernel /hostname. Si vous regardez ce fichier-là, il existe. Si vous regardez sa taille, elle est de 0. Si vous faites un echo mon ordi là-dedans, et que vous faites un ls-l dessus, vous verrez qu'il est toujours à 0. Ça n'a pas changé. Parce que physiquement, c'est pas un vrai fichier. Mais par contre, cette écriture-là vous permet de changer, parce que bon, c'est pas un fichier, mais il faut bien que ça soit quelque part. En fait, c'est uniquement en mémoire. Tout ça, ça réside en mémoire. Tous ces paramètres-là sont des paramètres du système. C'est juste pour modifier quelque part, comme des variables,
d'environnement, un petit peu, c'est pas des variables d'environnement, mais on pourrait considérer ça des variables d'environnement, comme des variables d'environnement, et faire un echo mon ordi supérieur à proc6 kernel hostname, bah ça revient à écrire dans une zone mémoire pour changer le hostname. Alors le hostname c'est le nom de votre hôte, de votre machine, et bien cette commande-là vous permet de changer jusqu'au redémarrage, parce que comme c'est en mémoire, c'est volatile, jusqu'au redémarrage, eh bien vous allez changer le nom d'hôte de votre machine, sous réserve, bien évidemment, d'avoir le droit de le faire, c'est-à-dire d'être administrateur. Certains paramètres, la plupart, hein, quand on veut les modifier, il faut être quand même administrateur, mais on peut faire des choses, on va voir, sur des choses qui nous appartiennent, comme nos processus, par exemple. Quelques exemples de pseudo file system sur /proc, pseudo fichiers sur /proc qui peuvent être intéressants. /proc /cpu info, bah, c'est des informations sur les processeurs et les corps, donc les cœurs des processeurs sur notre machine. Avoir des informations, combien on a de processeurs, combien on a de cœurs dans chaque processeur. /proc /mounts, donc vous faites un cat là-dessus, cat /proc /mounts, vous aurez des infos sur tous les file systems qui sont montés à un instant T dans sur votre ordinateur. Chaque processus actif possède aussi une entrée dans /proc. Alors là par contre c'est volatile, c'est dès qu'il y a un processus qui est créé, il y a une nouvelle entrée qui est créée, et puis dès que le processus s'arrête, ben, cette entrée elle disparaît. Et cette entrée, c'est un /proc/ et le numéro de votre PID, du PID du processus en question. Et si on va là-dedans, on va avoir toute une arborescence qui va donner tout un tas d'informations sur le processus. Par exemple, quels sont les liens vers les fichiers ouverts. Donc c'est pratique, vous pouvez savoir quel fichier a ouvert tel processus. Si vous avez la curiosité d'aller voir dedans, ça se trouve dans /fds, donc c'est /proc/ le numéro de PID d'un processus, /fds, fd comme file descriptor, et s avec, pour dire quand il y en a plusieurs, et vous verrez dedans que vous avez en fait des liens vers les fichiers en question. Les variables d'environnement, on peut accéder aux variables d'environnement du processus aussi par le proc /proc/ PID. Donc c'est le PID, il faut remplacer ça par le numéro du processus qui vous intéresse bien évidemment. Et on peut aussi accéder à la mémoire allouée en utilisant... alors là, on peut pas faire un cat dessus, bien évidemment, ça va être compliqué d'aller lire ça, mais on peut très bien écrire un petit programme qui ouvre ce fichier-là et puis qui se balade dedans. Et ça peut être utile pour des outils, par exemple des outils de débugage.